Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être très nombreux. Là, on a déjà plus de 50 connexions et peut-être plus de personnes derrière les écrans. Vous dire un tout petit mot et bien sûr laisser la parole très très vite aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui pour animer cette formation. Vous dire que l'intérêt de la Fédération nationale sur les soins palliatifs n'est pas nouveau. La FNEAD est engagée dans le développement des soins palliatifs. Le développement des soins palliatifs, ça veut dire le développement de la qualité des prises en charge. Mais ça veut dire aussi le développement Mathurin. de la... Oui, Ah, ah, c'est quelqu'un qui te salue, vas-y. ça c'est sympa. Et ça veut dire développement de la qualité des prises en charge, développement aussi de leur quantité, si je puis dire, c'est-à-dire offrir cette prise en charge au plus grand nombre de patientes et de patients. Je rappelle tout de même que c'est une aspiration à laquelle, enfin, qui s'est faite jour et qui se manifeste sans relâche et sans cesse de pouvoir être soigné à son domicile lorsque cela est possible. Nous avons un rôle qui est devenu public, si je puis dire, vis-à-vis des soins palliatifs. Il y a eu des discussions législatives nombreuses sur ce sujet, au cours desquelles l'hospitalisation à domicile a été plus que mentionnée, elle a été mise en avant, citée, valorisée par les différents ministres qui se sont succédés, y compris très récemment. Je rajoute un point une précision sur l'activité, la progression des soins palliatifs en France est dans sa quasi-totalité absorbée par la progression des soins palliatifs en hospitalisation à domicile. Si on regarde les codages, et je sais que le docteur Balladur y reviendra, mais le codage très élargi, cela représente presque 100 000 patients quand nous sommes en USP à 42 000. Donc nous avons des choses à dire, nous avons une expertise à faire valoir et nous avons un rôle à jouer publiquement, mais cela implique bien évidemment que du côté des établissements, pardon, des établissements qui font ces prises en charge, bien évidemment une montée en compétences, une professionnalisation encore plus forte que ce n'est le cas aujourd'hui, puisse être mise en œuvre. Voilà pourquoi la FNEAD propose aujourd'hui ce webinaire à destination des dirigeants, précisément pour rappeler ces éléments-là, pour parler également d'autres sujets qui sont attenants aux soins palliatifs. Je pense aux soins de support, à l'organisation des staffs. Je pense aussi à la présentation de l'offre de formation qui sera accessible pour vos équipes dans les mois qui arrivent. Voilà. Voilà un petit peu pour cette très rapide introduction, pour dire un peu le rôle qu'on a à jouer et l'importance que la FNEAD attache à soutenir les établissements dans ces prises en charge. Merci Mathurin. Je crois que Eric, tu peux peut-être partager l'écran et Elisabeth va commencer cette préparation. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Elisabeth. Alors peut-être la suivante et encore celle d'après. Voilà, donc mon propos là, qui est aussi un propos introductif, c'est de se mettre d'accord sur ce dont on parle quand on parle soins palliatifs, et puis de faire un certain nombre de rappels sur le cadre réglementaire dans lequel nous sommes, et puis redonner aussi quelques chiffres. Alors, la question des soins palliatifs, peut-être en préambule, c'est de se dire qu'on ne met probablement pas tous la même chose derrière ces termes. À la fois parce qu'on a nos représentations, notre histoire, notre parcours de formation, mais aussi parce que ces termes, ils recouvrent plusieurs réalités. Donc, je vous ai remis là à l'écran la définition de l'OMS, et vous voyez que la définition, elle est centrée sur les soins, c'est-à-dire ce que l'on apporte à la personne malade, à ses proches, en termes d'approche médicaux, psycho, sociaux, spirituels, dans un contexte où on a une maladie grave ou des polypathologies et que la question du pronostic vital est engagée. Donc, vous voyez, première acception, c'est celle de soins qu'on va apporter. Donc, bien évidemment, ça va concerner l'HAD. Mais peut-être que certains d'entre vous ont plutôt en tête un temps dans l'évolution d'une pathologie ou de multiples pathologies, avec un schéma un peu ancien qui était de dire on traite la maladie et puis à un moment la médecine devient impuissante et à ce moment-là on rentre dans un temps de soins palliatifs.
Et le schéma que vous avez à l'écran montre que en 2025, on n'est plus du tout là-dedans. Évidemment, la dimension de prise en charge palliative, elle va être beaucoup plus importante. Moins la médecine va être efficace, plus la maladie va s'aggraver, et en particulier dans le dernier temps de la vie, ce qu'on va appeler la fin de vie. Mais les soins palliatifs vont pouvoir être introduits, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la définition de l'OMS, beaucoup plus précocement et quasiment dès le temps du diagnostic, avec des allers-retours et donc une intrication d'une prise en charge spécifique de la maladie avec des traitements qui vont pouvoir être efficaces. Et puis, on sait bien que dans ces maladies qui, pour une bonne part, sont chroniques, on va avoir une moindre efficacité des traitements. Mais donc, on est obligé de penser maintenant les soins palliatifs comme étant associés à la prise en charge spécifique de la maladie et comme étant introduits précocement. Et en plus, la science nous dit que les introduire précocement, en particulier dans le cancer, et c'est montré dans de plus en plus de localisations, ça permet d'améliorer largement la qualité de vie et la survie. Donc là, je vous ai défini deux champs, celui des soins et celui du temps dans l'évolution d'une maladie. Et puis, on a en HAD un troisième champ qui est celui de la tarification à l'activité, puisqu'on a un mode de prise en charge soins palliatifs. Et ça crée de la distorsion, parce que ce qu'on va pouvoir coder soins palliatifs, ça répond à un cahier des charges, et ça n'est pas superposable à tous les soins palliatifs qui sont faits par l'ensemble des équipes, qui sont faits ou qui devraient être faits. Donc, on est actuellement dans une dimension de soins palliatifs intégrés qui ne sont pas couverts ou mis en évidence par le codage soins palliatifs systématiquement. En HAD, on a la chance d'avoir un plateau technique à domicile qui est celui des professionnels de santé, des professionnels du médico-social, de l'accompagnement, avec des rééducateurs, des psychologues, des assistants sociaux, des ergothérapeutes et bien sûr des aides-soignantes, des infirmières et des médecins. Et donc, notre capacité à agir, elle a cette spécificité de pouvoir se faire dans le champ du domicile face à des situations qui vont être de plus en plus complexes parce que la médecine produit aussi de la complexité et que la capacité de prise en charge à domicile de cette complexité est attendue par nos concitoyens. Dernier élément, c'est qu'on a souvent à l'esprit que soins palliatifs, c'était sida, c'était cancer. Or, les situations sont actuellement beaucoup plus variées. Il y a bien sûr tout le champ de la gériatrie, des maladies neuroévolutives, de la chronicité, mais aussi des situations qui sont émergentes, qui sont celles des insuffisances d'organes. Et l'HAD commence à être convoqué autour de l'insuffisance rénale évoluée, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance respiratoire, avec des maladies multiples, mais qui sont de nouveaux tableaux cliniques pour lesquels on a besoin de réfléchir ensemble dans les parcours de soins au moment où on va introduire une dimension palliative et quelles sont les équipes qui vont pouvoir le faire. Et donc l'HAD a à prendre sa place dans cette modélisation qui est en partie à venir. Puis il y a tout le champ de la pédiatrie avec des situations qui sont assez différentes parce qu'on a des soins palliatifs en périnate, on a des soins palliatifs qui sont liés à l'hémato-onco, et puis on a tout le champ de ces situations de maladies rares, souvent avec des tableaux de polyhandicap pour lesquels l'HAD est aussi pas mal sollicité et qui vont avoir des caractéristiques particulières. Globalement, toutes les maladies que je viens d'évoquer, on passe de situations plus aiguës pour lesquelles on modélisait bien les modalités d'aggravation à des situations beaucoup plus chroniques pour lesquelles il faut se mettre autour de la table pour arriver à comprendre quand est-ce qu'on va introduire une dimension palliative et qui va le faire. Alors, on va passer à la slide suivante. Pour revenir à ce que disait Mathurin tout à l'heure, actuellement, si on regarde les chiffres d'activité en soins palliatifs au travers de la T2A, je vous le disais, c'est une distorsion, on voit que c'est une activité déjà très significative, puisque en 2023, c'était 28% des journées, et comme le rapport d'activité 2024 vient de sortir, je crois que c'est 28,7%. Donc cette croissance
elle continue, mais si on regarde ce qu'il y a derrière un certain nombre de codes ou de situations cliniques, il est évident que la démarche palliative, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure, elle concerne largement plus de 50% des patients. Alors, il y a les situations qui sont en requérance de soins palliatifs et il y a aussi, pour chacune de nos structures, à regarder si par rapport à ces situations, on a bien mis en place une réponse aux besoins. Et ça, c'est tout le travail de développement qu'il y a à faire au sein de l'HAD. Quand on regarde avec un focus sur les décès, on a dépassé les 50 000 décès en HAD en 2024. Donc, vous voyez, c'est une croissance importante parce que c'est plus 10% en un an, ce qui veut dire que l'HAD est de plus en plus présente dans les décès à domicile. C'est jusqu'à présent 30% des décès à domicile sous couvert de l'HAD. Et à mon sens, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter et d'augmenter assez vite. Donc, ce qui fait que pratiquement 17% de nos séjours se terminent par un décès. Il y a une variabilité probablement aussi géographique en fonction des ressources disponibles. Vous voyez la carte, c'est les endroits où on décède à l'hôpital. Donc en miroir, plus c'est clair, plus on décède à domicile. Le département où on décède le plus à domicile, c'est la Lozère. Et celui où on décède le moins à domicile, c'est Paris. Bon, c'est probablement lié aussi aux ressources, mais ça veut dire que chacun dans votre environnement, vous allez avoir une... je suis désolée, j'ai des choses qui s'affichent sur mon écran. Voilà. Chacun, vous allez avoir une tonalité en fonction de votre environnement et de votre écosystème et du souhait de nos concitoyens. Les soins palliatifs, ça concerne aussi les établissements médico-sociaux. Donc, en EHPAD, le codage soins palliatifs, c'est que 20%, probablement parce que les situations sont soit pas vraiment repérées par nos équipes, soit parce qu'on intervient dans une perspective de fin de vie, mais que ce que fait l'HAD, c'est une part de cette prise en charge et donc on n'a pas le contenu pour pouvoir le coder soins palliatifs. Et puis, il y a tout le champ des évaluations anticipées, donc qui ont été mises, qui est une façon de repérer les patients en avant et de permettre une mise en place de l'HAD au bon moment. Si on revient, alors la suivante, voilà. Le dernier point que j'ai abordé, c'est celui du cadre réglementaire dans lequel nous sommes et de la place de l'HAD dans la filière palliative. Donc à droite, vous avez les trois grands textes les plus récents qui calent l'organisation des soins palliatifs en France. Le texte support, c'est l'instruction du 21 juin 2023. Et qu'est-ce que rappelle cette instruction que, à mon sens, il faut que toutes les HAD connaissent et qui fassent partie un petit peu de la Bible. Enfin, il faut que quelqu'un à l'HAD ait lu cette instruction. La première chose, c'est que ça rappelle que les soins palliatifs doivent être apportés dans tous les lieux de vie et de soins. Donc nous, ça veut dire à domicile, mais aussi dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc on a l'habitude des EHPAD, on a beaucoup moins l'habitude du champ du handicap et de la précarité. Or, il y a un champ de développement important, en particulier parce que les populations précaires et en situation de handicap sont des populations qui sont pour une part dans l'enjeu du vieillissement, qui a besoin que des réflexions se fassent au sein des établissements et on voit bien que ça s'initie largement et on peut être partie prenante de ces réflexions, que c'est des établissements dans lesquels les cultures sont différentes et une population pour laquelle le vieillissement prématuré fait qu'il y a une tonalité particulière et que ça va faire appel à des compétences aussi spécifiques de notre part. Deuxième point qui est rappelé dans cette instruction, c'est que toutes les situations ne nécessitent pas la mobilisation des mêmes moyens et donc qu'en fonction de la complexité des prises en charge et des situations, on va faire appel soit à domicile au premier recours, au SIAD, à l'ensemble des professionnels libéraux, soit pour un niveau de complexité supérieur à l'HAD qui est positionné
euh, d'emblée sur le niveau 2 de complexité et qui est appelé à pouvoir prendre en charge à terme au niveau 3 de complexité, qui est l'équivalent de l'unité de soins palliatifs. Mais ça nécessite bien évidemment que l'on s'organise et que les compétences soient là, à la fois compétences en interne ou compétences en externe. Troisième point qui est rappelé dans cette instruction, c'est la création d'une filière palliative territoriale. Donc, on rentre dans une approche par territoire pour laquelle un certain nombre de missions doivent être disponibles, c'est-à-dire la possibilité d'être hospitalisé en fonction de la complexité de cette pathologie ou d'être pris en charge à domicile de la même façon, d'avoir du suivi de deuil, d'avoir de la formation pour les professionnels, d'avoir de l'appui pour les professionnels. Vous voyez que là, les HAD sont concernés et que donc les HAD sont partie prenante de ces filières palliatives, d'autant plus qu'elles ont une annexe dans cette instruction qui leur est spécifique, qui est l'annexe 4, et qui leur permet à la fois d'être inscrits dans la gradation des soins, mais aussi d'assumer un certain nombre de missions, de formation, de portage d'équipes mobiles de soins palliatifs et de portage de compétences complémentaires, par exemple dans le suivi de deuil. Et c'est ça qui a permis aussi de voir l'émergence plus récente des équipes rapides d'intervention. Donc, vous voyez bien que l'urgence palliative, elle est portée maintenant par l'HAD. Le deuxième texte, c'est une instruction de novembre 2022 qui voit la création de cellules d'animation régionale. Donc, ces cellules d'animation régionale, elles ont des noms différents en fonction des régions, la CARESM en Bretagne, la Corpalif en Île-de-France, mais elles sont positionnées à côté des ARS et en lien avec les acteurs pour aider aux états des lieux et pour aider à la formalisation des filières et pour soutenir et animer finalement la filière palliative en proximité. Donc, mon message, c'est, si vous ne l'avez pas fait, c'est indispensable de vous rapprocher de votre filière territoriale, mais aussi de vous rapprocher de votre cellule d'animation régionale, parce que c'est là où la vie palliative va se structurer. Et si ça ne se fait pas avec vous, ça risque de se faire en parallèle. Et puis le dernier texte, c'est une instruction de février 2022, en fait, qui faisait suite au Covid et qui cherchait à pérenniser ce qui avait été mis en place en termes d'astreinte autour de la gérontologie et des soins palliatifs. Et donc, ça se traduit par la mise en place d'appuis territoriaux de soins palliatifs qui sont des dispositifs qui s'adressent aux professionnels de santé et aux professionnels de l'urgence, dont les centres 15, pour permettre d'avoir un appui et une aide à la collégialité au moins sur la journée et la soirée, et si possible, 24-24. Alors, pourquoi je signale ce texte? C'est parce que les ressources HAD peuvent être mobilisées, soit pour porter ces appuis territoriaux, soit pour y participer. D'autres dimensions que j'ai fait qu'effleurer, c'est la dimension d'enseignement, de formation. C'était déjà présent depuis 2008, mais ça a été rappelé dans l'instruction de 2023. Les HAD ont une mission de formation des professionnels qui travaillent en son sein. Donc, c'est les salariés, mais c'est aussi les professionnels libéraux. Et donc, à ce titre, dans l'organisation territoriale, il y a à réfléchir à quelle est la part de l'HAD, ce qu'elle porte, est-ce qu'elle le porte, est-ce qu'elle le délègue, est-ce qu'elle et un certain nombre de mutualisations ou d'organisations qui sont territorialement ajustées peuvent être mises en place. Voilà, j'ai fait un balayage assez rapide, mais tout ça, finalement, aboutit à la conclusion que l'HAD est en montée en puissance dans la filière palliative au domicile et que face à des situations qui sont de plus en plus complexes, il y a la nécessité d'avoir des vrais projets au sein de chacune de nos HAD, d'avoir des compétences en interne minimales, d'avoir un lien avec la filière et un lien structuré, et puis de développer une organisation interne qui est adaptée à cette complexité. Et je pense qu'Éric y reviendra tout à l'heure. Je pense, comme l'a dit Mathurin, par exemple, au staff, à la formation et aux ressources disponibles pour répondre aux besoins des patients. Merci Elisabeth. On passe la parole au docteur Jean-Marie Gomas.
Voilà, diapo suivante, merci Eric. Donc, Elisabeth vient de terminer par les exigences de la formation qui font partie intégrante de la structuration des HAD. Et je me permets un petit retour en arrière. Il y a quelques années, la Société de soins palliatifs et la Fédération des HAD a signé une convention historique qu'on aurait dû signer depuis bien longtemps, mais voilà. Et on a signé une convention pour organiser pour la FNEAD des modules de formation. Et on a mis en place avec Eric et maintenant avec Elisabeth des cycles de web séminaires. Mais pourquoi une telle exigence de formation? Lorsqu'on rencontre des étudiants, moi qui suis enseignant à la fac depuis des années, il est un peu logique qu'un étudiant ne sache pas tout, c'est pour ça qu'il est là. Lorsqu'on forme des équipes de terrain en EHPAD, en soins à domicile, en gériatrie, etc., il est normal qu'il y ait des méconnaissances ou des erreurs. Mais si on s'occupe des équipes d'HAD qui, vous le savez, sont considérées dans le système et l'architecture du système comme des équipes de référence. Vous êtes référent en soins palliatifs, c'est avec votre aide qu'on pourra faire une sédation profonde et continue peut-être à domicile, qu'on pourra faire amener des plateaux techniques compliqués à domicile. On est en droit de demander une meilleure connaissance sur les symptômes, sur la prise de décision, sur la connaissance des textes. Et donc avec Eric, nous avons interrogé plus de 1000 soignants, plus de 250 soignants d'HAD. Nous allons publier en 2023, diapo suivante, après une phase exploratoire, on a publié plus de 500 professionnels, on atteint 1000 actuellement et continue à décliner à terme. Voilà. On a publié les 168 soignants d'HAD que nous avons interrogés, de HAD public-privé, 65 médecins, 78 soignants, 25 infirmières coordinatrices. Diapo suivante, et respirez un grand coup, parce que lorsqu'on parle de douleur avec vos équipes d'HAD, on a la stupéfaction de voir des erreurs ou des méconnaissances qui sont tout de même bien ennuyeuses. Par exemple, 13% des médecins d'HAD ne savent pas que la morphine sous-cutanée dure 4 heures, ce qui est un consensus mondial. 22% pensent que les directives anticipées sont obligatoires à l'admission, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est seule l'information et pas la rédaction des directives anticipées. Et quand on les interroge en thérapeutique, je vous donne là juste 2 résultats, mais il y en a beaucoup d'autres dans nos quiz, puisqu'on a distribué 10 quiz de 10 ou 20 questions sur 10 sujets différents. 35% n'utilisent presque jamais de neuroleptique, qui est pourtant un médicament absolument indispensable dans le traitement des grandes agitations ou des sédations profondes. Et là, nous avons été vraiment saisis par ce résultat. 38% pensent que le malade doit être réveillable lorsqu'on débute une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est-à-dire que ces chiffres nous montrent qu'une bonne partie des équipes d'HAD de France n'ont pas intégré les textes de base sur les soins palliatifs ou sur la sédation profonde. On a posé également d'autres questions. Diapo suivante. Par exemple, sur psychotropes, on est encore à 30% d'erreurs en moyenne. Et les 16 questionnaires, là, ils sont 3 fois plus nombreux maintenant puisque nous avons continué l'étude. 30% d'erreurs, ça veut dire que certaines questions ont pratiquement pas d'erreurs et d'autres questions sont à 60% d'erreurs. Par exemple, sur la directive anticipée, quand on pose la question, je l'ai posée récemment encore à une session de directeur, où on a eu beaucoup d'erreurs, les directives anticipées ne concernent que les consignes que le malade donne au médecin pour les soins de la fin de sa vie. Oui ou non? Eh bien, on a 75% de personnes qui disent « Ah non, 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 c'est pas que la fin de vie ». Mes chers collègues, je suis désolé de vous rappeler que l'article 5 de la loi de 2005 sur la loi Leonetti est absolument formel. Les directives anticipées ne concernent que la fin de vie et que les demandes du malade, au cas où il ne communiquerait plus, sur les soins et la gestion de sa fin de vie. Donc, sur des choses aussi basiques et évidentes, on a beaucoup d'erreurs. Et on a, avec Eric Fossier, rajouté une 3e colonne. Les réponses à des questions fermées ne sont pas seulement oui, non, mais sont également ne sais pas. Parce qu'il est préférable de se dire « Ah oui, ça, je ne le sais pas, je vais l'apprendre », que de penser qu'on sait et qu'on se trompe. Eh bien, dans l'enquête nationale, sur 1000 soignants, nous sommes à 15 000 réponses dépouillées. Les erreurs sont 2 à 3 fois plus nombreuses que les méconnaissances. C'est-à-dire que 2 ou 3 fois plus de personnes se trompent que de celles qui ont la conscience de ne pas connaître la réponse. Est-ce que tu peux revenir en arrière, Eric, sur la diapo précédente? Vous voyez, ces chiffres
nous amène à vous proposer de penser à vos prochains programmes de formation. Nous avons mis en place à la FNEAD des modules de formation spécifiques HAD, dont Guenièvre va vous parler dans un instant, et c'est vraiment pour répondre à cette réalité de terrain. Certaines équipes sont aguerries, mais dans certaines HAD, aucun n'a fait un début de soins palliatifs, aucun n'est passé dans le service de soins palliatifs, et il y a vraiment des méconnaissances, voire des erreurs. Et c'est vraiment pour ça que nous avons publié cette étude qui a donné quelques frissons, bien sûr, aux responsables nationaux, les responsables de soins palliatifs et les enseignants universitaires. Il faut qu'on prenne conscience que quand on s'adresse à des étudiants, leur niveau de connaissance des textes fondamentaux, leur intégration des procédures de décision, des procédures de sédation. Eric a dit, le protocole national de sédation d'HAD n'est pas connu par un certain nombre d'HAD. Or, il est absolument indispensable pour arriver à faire des sédations profondes en respectant d'une part la loi, mais surtout en respectant le bien-être du patient. Voilà, c'était un petit focus sur les datas que nous avons, qui nous montrent que, chers collègues, nous avons encore beaucoup d'avenir avec vous pour continuer à former nos équipes pour améliorer la qualité des soins dispensés aux patients. Merci beaucoup. Éric Fossier, je te laisse prendre la parole sur les attendus en soins palliatifs. Je poursuis. Bonjour à tous. La plupart d'entre vous me connaissent pour m'avoir vu passer dans leurs HAD, donc on part vraiment du terrain. Et Elisabeth l'a dit tout à l'heure, il y a un certain dissensus entre le contexte général des soins palliatifs, la gradation des soins et ce qu'on attend du codage en soins palliatifs. Mais néanmoins, il faut bien se dire que même si ces attendus de codage qui datent d'un guide méthodologique qui a 15 ans sont perfectibles, même si ça ne répond pas à tout, parce que on sait très bien que les soins palliatifs précoces sont un peu difficiles à faire entrer dans les cases, que on a un certain nombre de patients très polypathologiques qui sont peut-être pas tout à fait en soins palliatifs, mais nettement hospitalo-requérants. Bref, on sait que le guide va évoluer. On y travaille beaucoup avec la CNAM et la DGOS en ce moment, en particulier pour peut-être faire intégrer de manière plus explicite la possibilité de faire des soins palliatifs précoces. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le guide méthodologique induit quand même un niveau d'exigence assez élevé. Alors pour ceux qui ont eu à le vivre, vous connaissez peut-être l'algorithme de contrôle des séjours en soins palliatifs, en HAD, mais pas que en HAD, dans lequel finalement, en cas de contrôle assurance maladie, on va venir vous voir pour savoir si vous respectez la définition générale admise de l'organisation des soins palliatifs en HAD. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Je voulais résumer de manière un peu plus clinique. En effet, génial, la prise en charge en soins palliatifs, elle concerne des maladies graves, avancées ou terminales dont le pronostic est engagé à plus ou moins court terme. Donc plus ou moins court terme veut dire qu'ils ne sont pas tous mourants. Mais ce que je vois au quotidien dans nombre d'HAD, et pour discuter avec mes collègues, c'est que tout le monde n'a pas intégré la nécessaire pluridisciplinarité et en particulier la question de disposer au sein de son HAD de soins de support. C'est obligatoire, c'est dans le guide. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais si on les a pas, on ne répond pas aux critères. Donc, vos séjours de soins palliatifs peuvent être retoqués pour ce seul motif et être qualifiés en peut-être une prise en charge de pansement, de douleur, de nursing. On exige de nous une coordination des soins qui sera explicite dès lors qu'elle sera tracée par un staff pluriprofessionnel qui définit un projet de vie ou d'accompagnement de fin de vie. C'est la moindre des choses pour nos patients qui sont en effet à domicile et qui comptent sur nous. Et je vois encore dans beaucoup de situations, pour être aussi médecin DIM d'un certain nombre d'HAD, des dossiers pour lesquels la question de ce projet de fin de vie et de savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement, quels sont les souhaits du patient, de sa famille et quelle est notre place en termes de soins de support ne sont pas si explicites que ça, pour le dire gentiment. Et puis bien sûr, il faut quand même que le malade soit vraiment malade au sens où il faut qu'il ait des symptômes, il faut qu'il ait besoin de nous. Je rappelle volontiers fréquemment que parmi les patients qui décèdent à domicile, 90% décèdent sans l'HAD. Donc, que fait l'HAD? Elle est là pour apporter une complexité supplémentaire, un service rendu supplémentaire. Donc, le guide méthodologique, il n'est pas parfait, mais il nous encourage quand même à faire ce qu'on doit faire pour tous nos patients, qui est quand même une réalité des soins palliatifs, avoir un projet, le structurer et avoir une pluridisciplinarité d'accompagnement autour de ces patients. Donc ça, c'est la définition de guide. Donc tous ceux qui ne sont pas à ce niveau explicite dans leur dossier
prennent un risque, en cas de contrôle assurance maladie, de requalifier le séjour en autre chose. Il y a quelques situations rares pour lesquelles les soins de support et la complexité sont vus un peu différemment et allégés. Il y a bien sûr le patient facétieux qui décède tout de suite et pour lequel vous n'avez pas de soins, vous n'avez pas de ce staff, vous n'avez pas mis en place de soins de support, même si vous y aviez pensé, vous aurez le bénéfice du doute. Et puis, il y a les situations où on nous annonce un patient moribond, vous le prenez de bonne foi, il décède en quelques jours, ou bien vous prenez un patient en EHPAD, et en effet, dans certaines situations, on peut considérer que les soins de support sont peut-être pas forcément requis. Dans ces cas-là, bien entendu, on peut vous dire d'y aller sans soins de support, mais il faut quand même que la complexité de la situation nécessite soit des moyens techniques suffisamment robustes, soit un ajustement régulier des médicaments par voie orale ou parentérale qui justifie de la place de l'HAD 24/24, 7 sur 7. Donc, il faut que nos dossiers témoignent de ça, parce que sinon, on nous dira qu'on a pris une personne âgée qui décède chez elle, mais qui n'avait peut-être pas besoin de nous, ou on nous dira qu'on a pris une escarre grave et que le patient relevait d'un pansement. Donc, ce qu'on attend de nous, c'est un projet explicite, un staff de la première semaine au minimum, qui parle des cibles de soins, qui parle de la pluridisciplinarité, qui dit quels soins de support on va mettre en œuvre. Et quand je lis des dossiers de soins palliatifs, ici ou là, je vois que les soins de support, ils peuvent être absents, ils peuvent être parfois présents, mais pas documentés, ils ne sont pas évoqués en staff, et parfois même, il n'y a pas de staff. Donc, le niveau d'exigence vu du point de vue de l'assurance maladie, il est assez disparate dans nos HAD encore aujourd'hui. Donc, ça nous donne l'obligation d'augmenter notre niveau de jeu et de questionner nos organisations pour proposer à ces patients les soins de support qui sont attendus sur le plan de la méthode, mais qui sont souvent requis du point de vue de la qualité de la prise en charge. Et puis après, il faut aussi essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. Quels sont les risques symptomatiques de ce patient? Qu'est-ce qu'on a prévu? Quel est son devenir? Est-ce qu'il va décéder à la maison? Est-ce qu'on a prévu une solution de repli? Et puis, quand vous prenez des patients gravement malades qui ne sont pas en soins palliatifs initialement ou pour lesquels il y a un doute, lorsque tout à coup vous décidez que ce patient relève de soins de son confort exclusif, ce n'est pas le médecin DIM qui va vous dire à quel moment commencent les soins palliatifs. C'est vous qui allez me le dire. À quel moment votre perspective de prise en charge a changé? Et c'est vrai que je dois dire que dans un certain nombre de cas, je ne retrouve pas tous ces éléments. Ensuite, on peut se dire, si on va dans le détail, mais je vais aller assez vite là-dessus, que quand on fait des soins palliatifs codés en soins palliatifs, on peut aussi faire d'autres choses, de la nutrition, de la chimiothérapie, des transfusions. Et puis parfois, on va jouer un peu avec le codage parce qu'il y a un pansement qui est un peu long, ou on a l'impression qu'il y a un projet de rééducation. Souvent, c'est très, très à la limite du contenu. En fait, on a peut-être, dans certaines situations, l'impression de se faire payer deux fois, parce que quand le pansement, il est payé pour le pansement, peut-être qu'on ne va pas le payer pour les soins palliatifs, et que si vous écrivez que le pansement est important, peut-être qu'on va vous requalifier votre séjour en pansement, et qu'on se tire une balle dans le pied en disant que finalement, le pansement a plus d'importance que les soins palliatifs. Donc, il y a des effets d'aubaine dans le guide méthodologique aujourd'hui qui rendent nos projets parfois difficiles à comprendre. Et comme ça a une influence forte sur la valorisation, eh bien, il y a peut-être des tentations ici ou là d'optimiser la valorisation de ces séjours qui, il est vrai, sont compliqués. Enfin, pour poursuivre, Elisabeth l'a un peu dit tout à l'heure, on prend des patients pas que pour des cancers. Cette fameuse diapositive des palliatologues nous montre ce qu'on attend un peu d'un parcours de cancer qui s'aggrave dans la partie haute de la diapo, où en effet, quand on prend les patients atteints de cancer, métastatique, très symptomatique, le parcours, il est peut-être pas écrit, mais en tout cas, il est un peu prévisible, et en effet, les soins palliatifs sont peut-être pas trop discutables. Sur le schéma du milieu, qui est plutôt la situation des décompensations d'organes, cardiaques, respiratoires, rénales, les patients font des successions d'épisodes aigus. On peut vous appeler pour les prendre à l'occasion d'un séjour hospitalier qui sort des urgences. Et puis, comme vous êtes bon, vous les prenez en charge et puis les patients ne meurent pas. Donc, la question, c'est est-ce qu'il doit rester en HAD? Est-ce qu'il est toujours en soins palliatifs? Est-ce qu'il relève d'une situation stabilisée d'un patient qui peut devenir dormant, patient en veille? Est-ce que je le reprendrai plus tard ou est-ce que je le garde jusqu'à la fin? Quel est mon projet? Que dit le staff? Est-ce que je ne peux pas le sortir? Est-ce que ce patient est vraiment au stade des soins palliatifs qui ne peuvent pas être en libéral simple?
tous ces éléments-là doivent être particulièrement détaillés. Et dans la partie en bas, on est plutôt dans le cadre des maladies neurodégénératives, les démences, mais pas que les démences, où on se demande finalement à partir de quel moment le patient va relever de l'HAD, ce qui n'est pas si simple que ça à déterminer. Donc notre place dans l'accompagnement de la fin de vie de ces différentes pathologies n'est pas si simple pour chacun d'entre nous, et ce qui était vrai le lundi peut devenir faux la semaine d'après, parce que le patient s'est amélioré, ou qu'au contraire, il s'est aggravé. Et puis, la qualité de vos dossiers, elle conditionne quand même le codage. Donc, si je vous prends l'exemple classique du patient du vendredi après-midi en EHPAD qui a une nécrose du pied pour lequel on vous demande de venir vite mettre une PCA, eh bien, ce que je vais trouver dans votre dossier et ce que vous aurez fait et qui sera tracé va changer considérablement la valorisation. Donc, si vous y allez pour mettre une PCA et que vous parlez que de la douleur, bah, j'ai peut-être une option de le coder douleur, j'ai peut-être une option de le coder soins palliatifs compte tenu des moyens techniques mis en jeu, et c'est déjà pas le même prix. Mais en réalité, dans un certain nombre de situations, on a fait beaucoup plus que ça. On a rencontré la famille, on s'occupe des autres symptômes d'inconfort, on accompagne les soignants d'EHPAD dans l'arrêt de l'alimentation, etc., etc. Les prescriptions anticipées sont explicites et elles sont claires. Et donc, dans ce cas-là, on va se dire, mais est-ce que je ne peux pas le coder autrement, comme par exemple douleur soins palliatifs? Vous voyez très bien que sur un séjour de 5 jours, il y a un effet d'aubaine avec presque 1 000 € de différence. Il faut que le dossier tienne la route. Donc, tout ça pour dire que le guide méthodologique, il n'est pas parfait, il a des exigences fortes, mais que quand même, ces exigences doivent nous encourager à réfléchir à l'organisation de nos équipes, au type de professionnels mobilisés, à la façon dont on s'assoit pour construire un projet, le temps qu'on consacre au staff, la délibération interdisciplinaire, qui ne peuvent pas être passés pour portions congrues. Ça me paraît très important. Les soins palliatifs en HAD, ce n'est pas que des soins médicaux infirmiers d'un patient qui va mourir. Et là, c'est sûr que aujourd'hui, le guide, même s'il est trop rigide, il a parfois raison. Merci Eric. Du coup, on a exposé tout le contexte et les exigences des soins palliatifs et les besoins de formation existants. Donc la FNEAD s'est positionnée évidemment sur cette offre de formation. Je te remercie de passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, depuis 2024, avec le soutien de la SFAP, on a travaillé beaucoup avec Jean-Marie Gomas, Eric Fossier, Elisabeth Balladur sur l'offre de webinaire. L'idée était d'avoir des vidéos courtes qui puissent mobiliser l'ensemble des équipes HAD. Donc, en 2024, on a d'abord lancé un premier cycle des fondamentaux sur 7 thématiques qui ont été fortement appréciées. J'ai mis la note globale de satisfaction pour voir que ça a été suivi et apprécié, en tout cas sur le format et le contenu. En 2025, on a continué pour notamment ceux qui avaient suivi le cycle fondamental, mais également pour toute personne qui souhaitait suivre ces différentes thématiques, un cycle approfondissement. Donc, on avait 12 thématiques qui sont en cours d'ailleurs encore, qui se terminent sur cette année 2025. Avec un taux de satisfaction sur le contenu et les modalités très élevé. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Donc, on propose en 2026, et c'est là qu'on voulait notamment vous présenter tout ce contexte et ces besoins, cette réponse qu'on peut donner, en tout cas pour former les équipes HAD. On reprend le cycle des fondamentaux avec 7 thématiques en 2026. On y inscrira certainement en parallèle, et on a déjà vu quelques thématiques de perfectionnement. Voilà, donc c'est 1 heure. Les replays sont disponibles. Vous pouvez solliciter l'équipe, en parler entre vous quand vous suivez le webinaire, en parler après. Vous pouvez également y inscrire du coup les libéraux pour qu'ils puissent soit être avec vous pour les écouter, soit pouvoir peut-être visionner le replay. Donc ça peut être un outil de formation pour vous autour des libéraux. À côté de ça, la FNEAD a
depuis 2019 maintenant, a quand même des thématiques très spécifiques sur les soins palliatifs dans son catalogue de formation plus général, donc sur des sessions d'une journée ou 2 journées, sur les soins palliatifs en général, sur les pratiques sédatives, sur les symptômes graves. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à consulter notre offre et à vous y inscrire. Notre rôle, c'est aussi de vous accompagner sur les soins palliatifs et pour tous les professionnels de l'HAD, puisque tous les profils de professionnels sont concernés, que ce soit l'assistant social, le soignant, le médecin. Donc voilà, on vous invite en tout cas à en prendre connaissance et à y participer en nombre. Voilà. Donc sur ces éléments, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne crois pas en avoir vu passer. Peut-être, Guenièvre, un petit élément complémentaire sur les webinaires. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes en globalité qui les suivent et ça nous semble très judicieux pour entendre en même temps la même chose. Le format, il est quand même assez court. 1 heure, et il y a un certain nombre d'outils qui sont présentés, il y a des éléments de référence, ça peut concerner aussi sur les approfondissements par certaines situations cliniques, et donc ça demande ensuite une appropriation secondaire par les équipes. Donc il faut voir aussi ces formations comme étant une première brique qui vous permet ensuite de travailler ensemble et de réfléchir en fonction de votre environnement, des patients qui vous sont référés, des filières dans lesquelles vous êtes, pour pouvoir ensemble progresser et permettre de prendre en charge au mieux les patients qui vous sont adressés, voire développer de nouvelles modalités de prise en charge. Hier, par exemple, on avait un webinaire sur la SLA. Quand on a fait le pré-test, il y avait simplement 25% de bonnes réponses. Donc, des patients SLA, toutes les HAD en ont. Si on veut aller plus loin, il y a des choses qui évoluent. Il faut qu'on ait le niveau de compétence qui est requis. Voilà, juste un petit exemple pour vous expliquer dans quelle perspective on travaille. Merci. On s'est aperçu. Oui, Eric, vas-y. Pardon, juste pour compléter ce que dit Elisabeth, on voit un certain nombre d'entre vous, nos formations sont tout le temps pleines sur des journées, donc manifestement il y a un intérêt. On voit un certain nombre d'entre vous qui envoient leurs collègues par une personne, un binôme, et on sait que c'est pas si simple que ça ensuite de retourner dans son HAD et de faire bouger un peu les pratiques et d'avoir des forces de proposition différentes. Donc ces webinaires nous permettent de catalyser l'énergie dans vos HAD et peut-être autour d'une table à plusieurs de partager plus facilement des nouvelles façons de faire, comme je le vois quand j'ai l'occasion d'aller dans certains HAD où j'ai là toute l'équipe en face de moi, on sent que c'est plus facile et qu'on interroge nos pratiques. Donc ces formations sont assez complémentaires. Et pour redire brièvement ce qu'on a dit en tout début de webinaire, on constate que au moins la moitié d'entre vous ne se sont pas saisis des travaux que la FNEAD a menés il y a plus de 2 ans avec la SFAP pour vous aider dans l'organisation des pratiques sédatives en HAD avec des outils extrêmement pragmatiques qui font référence avec les données scientifiques, avec les recommandations de bonne pratique et qui sont là pour vous aider, vraiment pour vous aider et faciliter la discussion en équipe. Donc, c'est assez dommage que ces documents qui vous feront gagner du temps et qui vous permettront d'avoir une traçabilité bien meilleure sur la délibération collégiale et sur les bonnes pratiques thérapeutiques ne soient pas encore connus de 100% des HAD. C'est notre quotidien. C'est 50% de notre activité, les soins palliatifs. Même si on ne fait pas beaucoup de sédation profonde et continue, j'allais dire tant mieux, je ne sais pas. En tout cas, on en fait peu. C'est pas le cœur de notre sujet. Néanmoins, le maniement de ces molécules, c'est le cœur de notre sujet. Et ça reste finalement assez disparate. Et je pense en particulier à nos collègues qui exercent dans des HAD de plus petite taille, qui n'ont pas forcément des ressources médico-soignantes en nombre pour pouvoir délibérer, s'asseoir, travailler, bénéficier d'expertise des collègues des 6, 8 ou 14 médecins que vous avez dans vos HAD. Quand on est moins nombreux, c'est une raison supplémentaire de s'approprier ces outils. Parce que vous êtes peut-être pas isolé, mais moins facilement accessible à d'autres collègues pour discuter de ces situations complexes.
Oui, merci Eric. Et en rebondissant sur ce point, il y a un point logistique qui nous apparaît à force de rencontrer des équipes à longueur d'année. Il y a un problème de diffusion des informations. Un certain nombre de collègues n'ont pas reçu l'information sur le séminaire, n'ont pas eu les pièces jointes, n'ont pas accès au protocole de sédation, par exemple, pour prendre le protocole national qui s'impose à nous tous. Et donc là, vraiment, il y a aussi un travail à faire sur la circulation des documents. On insiste beaucoup sur le côté pratique de ce qu'on donne comme pièces jointes après la formation. Ce sont des pièces jointes diffusables, libres de droit, réglementaires, dues à notre Sainte Mère à tous, la Haute Autorité de Santé, ou bien dues aux sociétés savantes. Et vraiment, c'est du béton armé pour construire ces pratiques. Et ça nous semble, nous les formateurs, extrêmement important que les stagiaires repartent avec des outils pratiques à partager avec leurs collègues pour améliorer les pratiques. C'est vraiment notre axe essentiel. On a 2 questions dans le chat. Eric ou Elisabeth, est-ce que vous, en plus, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez éventuellement y répondre? Alors, il y a une question sur les filières et la structuration en fonction des régions. Oui, toutes les régions n'ont pas avancé à la même vitesse en fonction de leur historique et en fonction aussi de la priorisation par les ARS. Et c'est vrai que dans les territoires d'outre-mer, il y a un démarrage qui est un peu plus tardif. Ça n'empêche que même si la filière n'existe pas en tant que telle ou que la cellule d'animation régionale est en cours de structuration, il y a d'ores et déjà une nécessité de se rapprocher des autres acteurs professionnels de la filière, équipe de référence, l'unité de soins palliatifs, le service qui a des LISP, les équipes mobiles territoriales ou hospitalières, de façon à déjà commencer à construire des relations, voir s'il y a des enjeux aussi de portage commun, de mutualisation, d'optimisation, parce que de toute façon, il y a aussi ce travail de terrain, il est incontournable. Voilà, ça c'est pour la question par rapport à la Guadeloupe. Après, Donc, sur la prise en charge précoce, peut-être Eric? Oui, alors j'ai évoqué très brièvement tout à l'heure les travaux que la FNEAD menait avec nos tutelles CNAM, DGOS, ATIH pour faire évoluer ce guide. C'est un des sujets dont nous allons parler d'ailleurs pas plus tard que dans 48 heures avec la DGOS, parce qu'on est bien conscient que le guide a quelques rigidités, pas seulement dans les soins palliatifs, d'ailleurs dans d'autres domaines aussi. Donc on y travaille et on espère justement qu'on pourra montrer que la prise en charge de la maladie grave en phase palliative, lorsqu'elle nécessite, du fait de sa complexité, un niveau de soins qui relève d'un hôpital, pourra être prise en charge même si le patient n'est pas mourant. Donc c'est assez subtil parce qu'il faut quand même démontrer la complexité et la nécessité d'un HAD. Donc, la formulation sera forcément un petit peu difficile à être précise et unanimement partagée, mais on y travaille, évidemment. Et de la même manière, la FNEAD, depuis un certain temps, réfléchit à pouvoir valoriser les évaluations anticipées à domicile, en tout cas financées, parce que rien ne vous empêche aujourd'hui de faire des évaluations anticipées à domicile. La seule différence, c'est que vous ne serez pas financé. Ça pose des problématiques de gestion de liste d'attente, de veille organisée. Bien entendu, c'est pas simple, mais on le voit en ESMS, on l'a vu maintenant dans le champ du handicap. On se pose des questions sur l'EHPAD hors les murs. Est-ce que l'EHPAD hors les murs, c'est un domicile ou est-ce que c'est un EHPAD? Et bien entendu, pour les patients graves à la maison, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir cette possibilité supplémentaire? Donc, on est dessus. Le chantier, c'est work in progress avec nos tutelles, mais petit rayon de soleil, on a l'impression quand même que la CNAM, comme la DGOS, ont vu l'évolution de la prise en charge palliative en HAD et des patients hospitalo-requérants polypathologiques des 5 dernières années, pour faire court depuis le Covid, avec quand même une pression démographique qui s'aggrave et des patients âgés de plus en plus nombreux qui vont aux urgences et pour lesquels ce n'est évidemment pas la solution. Donc, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours sur ces sujets-là
pour faire évoluer ce que nous appelons dans notre jargon le périmètre de l'HAD et éviter que nous puissions avoir des non-indications d'HAD. Finalement, l'HAD, lorsque le patient est hospitalo-requérant, ce n'est pas parce qu'il ne rentre pas exactement dans la boîte du MP, je ne sais pas combien, qu'il ne relève pas d'HAD. Donc, ça manque un peu de souplesse. On ne désespère pas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive en fin de webinaire. Donc, on vous remercie. Vous avez été nombreux à participer, donc merci beaucoup. Évidemment, la FNAD reste entièrement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les offres existantes de formation. Donc, n'hésitez pas à me contacter, donc Guenièvre Remoine, ou à contacter Peggy Dortel qui m'assiste sur la formation. Voilà, on a eu la chance d'être accompagné par Jean-Marie Gomas, Éric Fossier et Elisabeth Balladur, qui sont formateurs aussi pour la fédération et experts sur les soins palliatifs. C'est avec eux qu'on arrive à déployer toute cette offre. Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, y compris aux collègues ultramarins qui se sont levés très tôt. Merci d'être là. Merci.